Normalement, c'est bon. C'est bon pour le partage? Oui. Bien. Oui, Donc, Oui, il s'agit, monsieur. très bien. Il s'agit donc du même exemple que euh, portant sur la croissance économique et le développement financier. Donc, on avait en fait euh, la variable à expliquer qui était le PIB par tête. Donc, on a fait bien sûr les différentes transformations avec le log. Et nous avons en fait quatre variables indépendantes portant sur donc, les dépenses, l'inflation, les actions et les crédits. Euh, alors, je crois que nous sommes arrivés, donc nous avons déjà fait donc Monsieur, on a effet fixe. oui, donc nous avons déjà effectué quelques opérations, notamment sur les statistiques descriptives. Également, je crois que nous sommes arrivés à ce stade où Oui. nous avons mis l'accent sur le calcul de ce qu'on appelle des variabilités inter-individuelles, intra-individuelles, la variabilité totale. Donc ça, nous l'avons déjà fait. On avait pris comme exemple le log de PIB, donc à travers la croissance économique, la croissance moyenne du PIB par tête. Alors le modèle est théorique maintenant. On va essayer de s'intéresser euh, au modèle à effet fixe, au modèle à effet aléatoire. Alors essayons de reprendre le modèle et l'écriture économétrique. Alors, quand par exemple on vous demande d'écrire, de traduire les différentes données, parfois je donne en fait une étude de cas et je vous demande de bien préciser les variables. Quand je vous dis par exemple préciser le rôle que joue chaque variable dans le modèle économétrique, qu'est-ce que vous allez me répondre? Par exemple, dans le cadre de cet exercice ou de cette étude de cas. Quand je vous demande, écoutez bien la question, quel est le rôle, identifiez les variables, bien sûr, et quel est le rôle joué par chaque variable dans le modèle? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Quand on dit rôle de chaque variable joué dans le modèle. Est-ce que significatif ou non? L'effet de chaque... Avant de passer à la significativité, je parle du rôle. L'effet Ah, un effet positif ou bien négatif? L'effet de chaque variable sur... Connexion cassette. Je répète ma question. Écoutez bien. Je ne parle pas d'effet, mais je parle de rôle. Quel est le rôle? Relation entre eux. Non, regardez bien. Ça, c'est le modèle économétrique. D'accord? C'est le modèle. Donc, qu'on l'écrit sous format. Donc, nous avons ici une variable qu'on appelle comment cette variable-là? Le log de Expliquer. C'est la variable à expliquer. C'est la variable dépendante. D'accord? Oui. Donc, cette variable-là, elle s'exprime en fonction de plusieurs autres variables qu'on appelle des variables indépendantes ou variables explicatives. Donc, quand on pose la question, quelle identifier les variables et quel rôle joué par chaque variable dans le modèle, vous allez écrire par exemple la variable croissance du PIB par tête représente la variable dépendante. Elle est expliquée par qui? Par quatre autres variables, qu'on les appelle les variables indépendantes ou explicatives, qui mesurent donc le degré de le développement financier, notamment mesuré par le volume de crédit bancaire, que j'ai noté crédit, accordé secteur privé, et par le ratio de capitalisation boursière, noté par les actions AC. Et également, nous avons deux autres variables, dites variables de contrôle, qui sont l'inflation et les dépenses publiques. Voilà comment il faut répondre à cette question. Donc, quand on vous demande quel est le rôle joué par chaque variable dans le modèle, il faut préciser la variable qu'on veut expliquer, c'est-à-dire la variable dépendante, et l'ensemble des variables indépendantes
où on a, par exemple, dans notre modèle ici, deux variables, on va dire, qui représentent ce qu'on appelle les variables d'intérêt, qui nous intéressent dans l'explication du PIB, à savoir les indicateurs de développement financier, donc, qui sont deux, donc le volume des crédits bancaires accordés au secteur privé et le pourcentage et le ratio de capitalisation boursière d'un côté, et deux autres variables dites de contrôle, qui sont les variables dépenses publiques et inflation, exprimées également en pourcentage de PIB. Monsieur, l'action, le crédit. Ce sont les deux variables, on avait dit, qui représentent le développement financier. Ce sont les deux variables d'intérêt. Ah, d'accord. Monsieur, Oui. monsieur, si jamais j'ai un modèle, comment je peux connaître les variables de contrôle? Alors, les variables, en fait, pour les variables explicatives, on distingue deux types de variables. Il y a la variable d'intérêt, c'est-à-dire celle qu'on utilise pour bien établir la relation entre deux phénomènes, comme ici, par exemple, le développement financier, d'accord, et la croissance économique. Par contre, les autres variables comme inflation, dépenses publiques, etc., ils ne figurent pas en fait dans cette relation comme des variables d'intérêt, mais qui figurent comme des variables de contrôle. On les ajoute pour bien contrôler le modèle ces variables peuvent jouer en fait un rôle très important dans l'explication, d'accord, Économique. voilà, exactement, dans l'explication économique, et ça permet aussi de bien prendre en compte le contexte, par exemple le contexte lié par exemple à un pays, le contexte économique, notamment les inflations, les dépenses publiques, etc., etc. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Donc, on peut identifier ces variables à travers la problématique. D'accord? Donc, la problématique, la problématique, elle met en évidence donc, les variables d'intérêt avec la variable qu'on veut expliquer, comme dans notre cas ici, le développement financier, qui, en fait, on essaie d'expliquer la croissance par le développement financier. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va passer à l'estimation du modèle à effet fixe. Nous avons dit la dernière fois, quand on veut travailler avec les données de panel, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, là, j'ai mes variables. Donc, nous avons travaillé avec ces variables, notamment, nous avons pu établir des statistiques descriptives. Mais pour travailler avec les données de panel, je vous ai dit de préciser à Stata quoi? Intra-individuel ou individuel? Très bien, il faut déclarer à Stata qu'on est bien dans le cadre des données de panel. Si je reprends en fait le modèle, j'ai oublié de mentionner une chose très importante. On avait oublié de également dire quelque chose sur le terme d'erreur, les epsilon, IT. À part les variables explicatives et les variables d'intérêt de contrôle, il y a aussi une autre variable très importante, laquelle? C'est le terme d'erreur. Le terme d'erreur, il faut le mentionner. Il faut dire que dans notre modèle, il y a bien un terme d'erreur qui va jouer un rôle très, très important dans la modélisation économétrique. Et on avait dit que le terme d'erreur, c'est ce qui rend le modèle opérationnel. Tout se joue sur ce terme aléatoire. D'ailleurs, donc, on avait vu ensemble que la technique d'estimation qu'on va utiliser, elle dépend énormément de ce terme d'erreur et des hypothèses émises sur ce terme d'erreur. Et on avait vu que, notamment dans le cadre du modèle à effet aléatoire, si certaines des hypothèses ne sont pas vérifiées, ou une hypothèse qui n'est pas vérifiée, bien entendu, on ne peut pas travailler, on ne peut pas appliquer la méthode classique des moindres carrés ordinaires. Donc, dans le modèle économétrique, donc à part la variable dépendante, les variables indépendantes, il y a également une autre variable qu'il ne faut pas négliger, qui est la variable relative aux termes aléatoires et aux termes résiduels, les epsilon IT. D'accord?
Oui. بس ما غير ما نقول الرول نتاعو. Alors, le rôle, quel est le rôle joué dans le modèle? Le epsilon IT. Le fait de minimiser les écarts entre les variables. Ça, c'est pour l'utilisation de la technique. Ça, c'est pour utiliser la technique de MCO. Donc, on va... Mais le rôle joué dans le modèle, c'est quoi? Donc, c'est un terme on l'a déjà appelé terme résiduel. Il contient quoi, le terme résiduel? Il contient les résidus. Les résidus. Que représentent les résidus? Les termes d'erreur. Pour détecter les variables opérantes. Là, pas les termes variables d'erreur. On ne parle pas de le modèle opérationnel. Pardon? Pour rendre le modèle opérationnel. Donc, on avait dit une chose. Donc, le rôle joué, c'est ce qui rend le modèle opérationnel et il contient aussi autre chose. Moi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve dans le terme aléatoire, les termes résiduels et résidus? Qu'est-ce qu'on trouve? Les termes d'erreur. Il contient quoi? Les variables qui ont été omises. Très bien. Il contient toutes les autres variables qui ont été omises, qui n'ont pas été prises en compte dans le modèle. C'est-à-dire qu'on avait oublié d'intégrer comme variable explicative. D'accord? Les variables manquantes. Voilà, c'est ça. Ce sont pas on ne parle pas de variables manquantes, mais on dit variables omises. D'accord? Le terme, le vocabulaire qu'il faut utiliser, mais plutôt, ce sont les autres variables qui n'ont pas été intégrées dans le modèle initial. D'accord? Non. Monsieur, je n'ai pas compris. Est-ce que le terme d'erreur, elle englobe toutes les variables omises? Oui, toutes les variables qui n'ont pas intégrées dans le modèle. Et c'est ce qui fait la différence entre la valeur observée et la valeur qu'on va estimer. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut les minimiser. Ces termes d'erreur, il faut le minimiser. D'accord? OK? Ah oui, alors, monsieur. Oui. Alors, maintenant, pour faire l'estimation avec le modèle FIFIX, donc, il faut déclarer à Stata qu'on a bien des données de panel. Donc, on remarque bien ici la double ou le double indice, le I pour les individus, le T pour le temps. Donc, on a bien donc, une double indication, un double indice, on va dire, donc relative aux individus et relative, bien sûr, aux évolutions temporelles. Donc, pour notre cas ici, donc le I, il varie donc de 1, combien de pi nous avons dans le cadre de cette étude de cas? 14 pays de l'EC2. Et observé sur la période, donc, alors je vais revérifier. Je vais vérifier ici, c'est pas grave. Donc, observé donc sur la période, je crois que c'est la période de 95 jusqu'à 2018. D'accord? Donc, on a 24 années. Donc, 14 pays observés sur 24 ans, de 1995 jusqu'à 2018. Bien. Alors, on avait dit que pour travailler avec le modèle FIFIX, tout d'abord, il faut déclarer à Stata qu'il s'agit bien des données de panel. Donc, c'est pour cette raison, dans Statistics, donc on essaie donc on choisit la commande longitudinal panel data, setup and utilities, et là, je déclare dataset depuis panel data. Donc, on va déclarer donc, les données comme étant des données de panel. Donc, la variable qui correspond à ID, ce sont donc la partie, on va dire, les individus de notre étude. Il s'agit ici, donc, le country code. Donc, c'est ce qui va représenter donc, les individus. Le time variable, donc observé annuellement, donc c'est year, donc l'année. Donc, ça y est, on nous dit ici, ça y est, XT7, donc c'est la commande. Ici, c'est la commande qui nous a permis, donc, ou qui a permis de dire à Stata qu'on est bien ou qu'on a bien des données de panel.
D'accord? Donc, panel variable ici, donc, c'est le country code, ce sont donc les pays. Et puis, time variable, donc, ce sont les années. Donc, la période, on avait dit de 1995 à 2018. Donc, ça, c'est très important. Avant de travailler, donc, avec, ou pour appliquer le modèle à effet fixe ou à effet aléatoire, il faut tout d'abord préciser que nos données sont des données de panel. Par la suite, alors, on va maintenant passer donc au modèle à effet fixe. Donc, vous avez en fait tout devant vous. Moi, je vais directement donc vous expliquer au niveau du logiciel Stata comment donc, on va appliquer la méthode à effet fixe. Dans Statistics toujours on est dans la rubrique ici, donc Panel Data, et on va dans Linear Models. Donc, vous comprenez bien que le modèle à effet fixe, à effet aléatoire, représente des modèles linéaires. Donc, on est dans le cadre des modèles linéaires. Alors, Linear Models et Linear Regression. Et dans Linear Regression, là où on va choisir donc la méthode qu'on veut bien utiliser. Alors, il y en a plusieurs, mais avant cela, je vais commencer donc par notre modèle où on va préciser, donc, comme dans n'importe quel modèle économétrique, quelle est la variable dépendante, c'est-à-dire celle qu'on veut expliquer, qui est dans notre cas le log de PIB. Et bien sûr, on précise également l'ensemble des variables indépendantes, qui sont donc pour nous 4 variables. Il y a donc le log de dépenses. Donc, je clique log de dépenses. Donc, vous pouvez suivre avec moi et par la suite, je vous laisse le temps donc d'appliquer donc toutes ces étapes, bien sûr, vous-même. Et si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, on a la première, voilà, la première variable log de dépenses. Ensuite, log action. Je clique sur log action. Je clique sur log crédit et puis donc l'inflation. Bien. Alors là, on a le modèle type. Donc, le modèle type affects which options are available. Alors, en fait, on a plusieurs ici, donc, types de modèles. Alors, lorsque nous avons vu, nous avons vu notamment le Fixed Effects, le modèle effet fixe, et GLS Random Effects. Donc, nous, on va appliquer tout d'abord le Fixed Effects, c'est-à-dire le modèle à effet fixe. Au cas où nous avons oublié de préciser donc qu'il s'agit bien des données de panel, on peut aller dans Panel Settings et là, on retrouve donc nos Panel ID Variables, c'est-à-dire le country code qui représente les individus, et puis le Time Variable. Donc, c'est bien marqué ici, puisque nous l'avons déjà effectué. Donc, ça, c'est bon. Donc, il y a d'autres options ici. Donc, je vous laisse le soin de les découvrir. Donc, il y a aussi donc, ce qu'on appelle en fait la méthode donc, de standard error type, donc de robustesse, le reporting, qu'est-ce qui va nous... Donc, l'output ici, donc on demande de nous fournir les p-values. Donc, je vais vous expliquer à quoi correspond et comment interpréter les p-values, les tests statistics and confidence intervals, donc les intervalles de confiance et les tests statistiques. On peut également donc ne pas demander les intervalles de confiance, donc suppress confidence intervals, ou bien aussi on peut ne pas demander les p-values and test statistics, c'est-à-dire suppress p-values and test statistics. Il y a aussi donc d'autres options. On ne va pas trop entrer dans le détail. Ce qu'on a besoin ici, c'est essentiellement d'obtenir les résultats du modèle à effet fixe et puis d'interpréter ces résultats. Alors, donc directement, je vais cliquer sur OK. Voilà, on attend un tout petit peu. Donc, SATA va nous fournir en fait donc l'output du modèle à effet fixe. Alors, je vais commencer tout d'abord par la commande. Donc, la commande, regardez avec moi. Donc, ce qu'on appelle XT-REC. Donc, XT, ça fait référence toujours aux données de panel. Hein, XT. REC, c'est regression. Donc, REC, c'est regression. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc, après la commande, on a en fait la variable dépendante. Donc, la première variable juste après la commande, c'est la variable dépendante, suivie par les variables indépendantes.
Donc ici, ce sont nos 4 variables. Log dépense, log action, log crédit et inflation, virgule. Et puis ici, on a la méthode. Ici, c'est Fixed Effect. Donc FE, Fixed Effect. Donc, on remarque, donc elle est là, la commande. Donc, quand je clique sur la commande, je la retrouve ici. Et donc, quand je clique sur Entrée, donc voilà, on va me fournir donc l'output. Voilà. Donc, est-ce que vous avez essayé avec moi si vous obtenez ou non donc le résultat ou ce tableau donc d'output? D'accord, monsieur. نجربوا نعملوا احنا. Oui, 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 oui. Je vous attends. Comme ça, si vous avez des difficultés, il faut me les signaler. D'accord. Donc, normalement, donc vous obtenez le même output que moi. Hein. D'accord, monsieur. C'est bon? Est-ce que quelqu'un... Ah, Oui, monsieur, c'est bon. oui, Moi, j'ai trouvé les mêmes résultats que vous. c'est bon? OK, très bien. Les autres? Ça y est, c'est bon? Hmm. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Bien. Donc, on va maintenant essayer ensemble de faire les interprétations, surtout de voir de quoi est constitué. Donc, dans votre document, j'ai bien expliqué donc, les différents éléments. Est-ce que vous suivez avec moi au niveau du document? C'est bon là au niveau du document? Oui. Ben, très bien. Donc, comme je vous ai dit, donc là, c'est xtreg. Donc, c'est la commande qu'on va utiliser pour faire une régression. D'accord? Suivi donc de l'outcome variable. Donc, c'est la variable donc, dépendante.
donc suivi de l'ensemble de ce qu'on appelle en anglais predictor variables. Donc, c'est l'ensemble des variables indépendantes. Et bien sûr, l'option ici, c'est Fixed Effects Option. Donc, c'est-à-dire le modèle à effet fixe. Bien. Alors, on a ici alors, la partie droite. Hein, la partie droite ici. Donc, nous avons une précision sur le nombre d'observations, number of observations. Ici, c'est 221. Alors, le nombre, donc je vais revenir sur le 220 donc, pour faire l'interprétation. Hein. Alors, number of groups, donc ici, ce sont les individus. Donc, on avait dit qu'on a 14 pays. Donc, le nombre d'individus, c'est bien 14. Donc, le nombre d'observations par groupe. Donc, ici, donc, on vous donne le min, max et la moyenne. D'accord? Donc, c'est 5, 10 et en moyenne, donc c'est average, 15,8. Alors, je vais revenir ici donc, sur le total number of cases en termes de rows, donc lignes. Alors, pourquoi c'est 221 à votre avis? Car il y a des observations aberrantes. Mais aberrantes, on ne parle pas d'observations aberrantes, mais d'observations manquantes, très bien. Oui. Alors, normalement, on aurait dû obtenir combien? Le nombre total d'observations, c'est combien, normalement? 26. 336. 336, très bien. Donc, la première chose, parce que je peux vous poser des questions du genre, par exemple, je vous donne ce tableau et je vous dis, est-ce que nous avons un panel cylindré ou non cylindré? Quelle Non est votre cylindré. réponse? Non cylindré. Non cylindré. Voilà, il faut expliquer pourquoi. Car, Il y a des données manquantes. voilà, car le nombre d'observations, normalement, théoriquement, on aurait dû obtenir nombre d'observations totales est égal à 14 fois 23, donc fois 24, nombre d'années c'est 24, donc 14 fois 24, normalement, théoriquement, le nombre total exploité égale 336. On remarque ici que l'output, donc c'est-à-dire les résultats du modèle à effet fixe, nous donnent 221. Donc, ce qui est totalement différent, c'est inférieur à 336 et cela veut dire que nous avons des données manquantes et par conséquent, notre panel, il est dit panel non cylindré. D'accord? Oui. Bien. Par la suite, je continue maintenant avec le côté toujours droit. D'accord? La partie droite. Ici, nous avons la Fisher, une statistique de Fisher. Alors, Fisher, donc, vous savez que la statistique Fisher, elle comprend 2 degrés de liberté. Donc, ici, le 4 représente quoi, à votre avis? Le nombre d'observations. Nombre d'observations, 4, 4. Variable. Nombre de variables. Donc, on a bien 4 variables, hormis la constante. D'accord? Et le 203, Monsieur, oui, le 203, que représente le 203? C'est le nombre d'observations. Normalement, le nombre d'observations, 21. nombre d'observations moins le nombre de variables. Faites le calcul. 203. Est-ce que c'est 221 moins 4? Rappelez-vous, en économétrie 1, la deuxième, donc on avait dit que donc la première, donc le premier degré de liberté de la Fisher, c'est le nombre de variables, bien sûr, hormis la constante. Donc ici, c'est 4. Et là, la deuxième partie, c'était quoi? Rappelez-vous, c'était T moins K ou N moins K. Ici, ça sera quoi? Le nombre d'observations, moins 4. Moins 14. Moins 14, oui, monsieur. Mané 221. Moins 14. Ça donne combien, 221 moins 14? 207.
Nous avons 203. moins 4 اللي هما النمبر de variables. Voilà. Et le moins 4, le moins nombre de variables. Le K, c'est moins K. D'accord? D'accord. OK? Oui. Bien. Alors, maintenant, donc la fichière, on vous donne la valeur qui est 49,73. Mais on vous donne aussi autre chose. Ce qu'on appelle là, c'est la probabilité supérieure à F, c'est-à-dire c'est la p-value. Alors, interprétation, c'est quoi la p-value? Alors, notez bien, s'il vous plaît, notez bien. La P, ou ce qu'on appelle ici comme prob supérieur à F, ou ici P supérieur en valeur absolue à T, ce qu'on appelle, c'est la probabilité de rejeter à tort H0 alors qu'elle est vraie. Je répète, il s'agit de la probabilité de rejeter à tort H0 alors qu'elle est vraie. Qu'est-ce que cela veut dire? Probabilité de rejeter à tort H0 alors qu'elle est vraie. C'est-à-dire le p-value تبدأ أكبر من 5%, on accepte H0. Voilà. Lorsque la p-value est supérieure à un seuil de risque, à un seuil alpha bien déterminé. Alors ici, on prend le cas de 5%. Est-ce que j'ai le droit, lorsque cette probabilité est supérieure à 5% de rejeter H0? Bien évidemment, non. Pourquoi? Parce que la probabilité de rejeter à tort, c'est-à-dire qu'on va se tromper, on va rejeter H0, elle va être très élevée, elle va être supérieure à 5%, alors qu'elle est vraie. Donc, on aurait dû ne pas la rejeter parce qu'on va se tromper. Donc, le risque, il est supérieur à 5%. Ça veut dire que le risque de tolérance que je tolère pour que je me trompe, c'est 5%. Puisque cette probabilité est supérieure à 5%, donc je ne tolère plus voilà, cette erreur. Je ne peux pas dire que je vais rejeter H0, mais plutôt je dois l'accepter. Donc, si maintenant, la règle de décision, si cette p-value, cette probabilité est supérieure à 5%, ou à 1% ou à 10%, dans ce cas de figure, je ne peux pas rejeter H0, c'est-à-dire que je dois accepter H0. Maintenant, si cette probabilité est inférieure à 5 ou à 1%, là, je peux, ou dans ce cas de figure, je peux bien sûr rejeter H0. Alors, essayons d'interpréter dans le cadre de notre exercice, de notre étude de cas. Donc, cette probabilité, elle est égale à 0,000. Donc, elle est même inférieure à 1%. Est-ce que c'est bien le cas ici? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, tout d'abord, ce test de Fisher, c'est un test de quoi? La significativité globale. Significativité. Très bien. Donc, est-ce que le modèle est globalement significatif ou non? C'est exactement le même test que vous connaissez déjà dans votre cours d'économétrie 1. D'accord? Donc, il s'agit bien là d'énoncer deux hypothèses. Une première hypothèse dite H0 pour laquelle, en fait, on a tous les coefficients bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4, puisque nous avons ici 4 bêta, donc liés automatiquement aux 4 variables explicatives. Donc, H0 bêta 1 égale à bêta 2 égale à bêta 3 égale à bêta 4 égale à 0, contre l'hypothèse H1, là où au moins un des coefficients, les bêta i, est différent de 0. Donc, ce qu'on appelle un test de significativité globale, d'accord, du modèle. Alors, ici, on remarque que la valeur de p-value 0 est inférieure largement à 0,05, voire inférieure même à 0,01. Dans ce cas-là, on peut dire, voilà, on peut rejeter H0, c'est-à-dire qu'il existe au moins un des bêta qui est statistiquement significatif. Et donc, dans l'ensemble, est-ce que le modèle il est bon? Il est globalement significatif ou bien non? Oui, il est globalement significatif. Voilà. Donc, on peut dire que globalement, donc notre modèle est bien significatif. D'accord? Je crois que je l'ai précisé au niveau des interprétations.
Voilà. Oui, voilà, il est là. La statistique de Fisher donc, montre que le modèle est globalement significatif puisque la p-value est inférieure à 5%. Bien. Bon, il y a juste une petite différence entre les deux, hein? D'accord? Entre ce tableau et celui-là, hein? C'est pas grave, hein? Des petites différences près. D'accord? Bien. Alors, par la suite, maintenant, on va s'intéresser à la partie droite de l'output. Alors, on va commencer. Donc, ici, on vous précise qu'il s'agit bien d'un modèle à effet fixe. Vous voyez ici, on vous a écrit within. Pourquoi within, à votre avis? Il fait référence à quelle technique ici? Le within. Où est-ce que nous avons vu le within? Intra-individuel. Oui, mais c'est quoi la technique que nous avons utilisée dans le modèle à effet fixe? Le cours, là, rappelez-vous. Là, prenez votre cours. Et quelle est la question que je vous pose? Quelle est la technique d'estimation que nous avons utilisée pour obtenir le tableau de résultats suivant? À votre avis, si je regarde bien, ici c'est écrit Fixed Effect, entre parenthèses, Within Regression. Fresh-Woo. Très bien, c'est en appliquant le théorème de Fresh-Woo. Et le théorème de Fresh-Woo se base sur quelle technique d'estimation? La transformation des modèles. Voilà, par quoi? On a transformé le modèle par quoi? Par quel opérateur? H. Là, non, ça Within. c'était dans le modèle effet aléatoire, attention. Opérateur within. Par l'opérateur within. Rappelez-vous, c'était quoi? Y égale à x bêta plus epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait multiplié y par W. Et c'était quoi? Concrètement, le W, ça représente quoi? Ah, il faut réviser le cours, là. Oh, c'est très important. Là. Vous voyez, Stata, il nous donne les résultats, mais il n'interprète pas. Là. Et si je n'ai pas la base théorique, ce que nous avons fait au niveau du cours, on ne va pas pouvoir y arriver au niveau d'interprétation. Rappelez-vous, l'opérateur within, il se base sur quelle transformation, quelle technique? Qu'est-ce que nous avons fait? Within, W, c'était quoi? Intra-individuel, monsieur. Hey, c'est l'opérateur within, il y a l'opérateur intra-individuel. Mais qu'est-ce qu'il fait au niveau du modèle quand on va multiplier les Y? Quelle transformation nous avons fait? On a fait quelque chose. C'est quoi? Monsieur, معناه من moindre carré مثال général للmoindre carré ordinaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le modèle within, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle transformation il a fait? Et c'est marqué dans le cours. C'est bien noté au niveau du cours. Au niveau de bêta, chaque fois. Oui, mais on a fait quelque chose. Je ne vais pas vous le dire. Il faut la chercher vous-même. Alors. Mais wallah, bizarre, hein? C'est bien noté. Quand on avait utilisé l'opérateur within, il a fait quelle transformation, le W? عملنا transformation وقتها الترم de juge وقت الفاريابل explicatif x و VI وقتها. Donc WY, WX, qu'est-ce qu'il a fait le W, l'opérateur intra-individuel, l'opérateur within?
Il a permis Oui, d'obtenir l'écart au moyen individuel. bah, très bien, voilà. Il a en fait transformé un modèle simple de type Y égale X bêta, un modèle centré sur les moyennes individuelles, mon Dieu. C'est un modèle centré sur les moyennes. D'accord? D'accord ou non? Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons fait au niveau du modèle FFX? Ah oui, oui, monsieur. On avait calculé des... Donc, on avait quoi? Y égale X bêta plus epsilon, puis on avait Y bar égale à X bar bêta plus epsilon bar. Qu'est-ce qu'on a fait? La différence, Y moins Y bar. C'est ça, on avait transformé... De la covariance. Pardon? L'examinaire modèle de la covariance. C'est le modèle FFX. C'est celui-là, c'est le modèle FFX. D'accord? معناها الرول تاع الويدين transforme le modèle à un modèle centré. Ben oui, c'est ça, c'est ce que nous avons fait. Bah, c'est ça, l'opérateur intra-individuel. Il transforme donc les variables, d'accord, grâce à la différence, il fait une différence entre la variable observée avec sa moyenne. Bien. Alors, donc, ce qui veut dire que là, puisque nous avons en fait deux méthodes possibles dans le modèle FFX. Alors, nous avons vu donc la transformation avec l'opérateur within, mais nous avons également traité ou abordé une autre technique, laquelle? عندك carré variable muette. Voilà, à travers l'introduction des variables muettes. Et on avait utilisé, donc il y avait une autre technique qui s'appelle comment? List square dummy variable, LSDV, liste moindre carré des variables, donc muettes. List square, moindre carré des variables. Donc, en fait, au niveau de l'output, là, ce que nous avons obtenu avec Stata, ce n'est pas le LSDV qui a été utilisé, mais plutôt la transformation de Thuram-Frischwald. OK? OK. Oui, monsieur. Oui, ok. Alors, par la suite, on a aussi, donc, ici, les R squared, les R au carré. Alors, on vous donne en fait trois R au carré. Le R au carré within, le R au carré between et le R au carré overall. Ce qu'on peut remarquer ici, d'accord, que le R au carré overall, il est inférieur à celui de between et à celui de within. Et étant donné que nous travaillons ici avec un modèle de type within, on s'intéresse principalement au R au carré within. On trouve que le R au carré within, il est proche de 0,5. Donc, notre modélisation ici, à FFX, n'est pas vraiment top. On n'a pas vraiment un très bon modèle d'ajustement linéaire, une très bonne qualité, ni une mauvaise qualité. Bon, on est au milieu. Donc, ce n'est pas vraiment un modèle de très bonne qualité. Certainement, on avait oublié d'autres variables qui peuvent vous faire jouer un rôle très important dans l'explication de la croissance économique. Bien entendu, c'est tout à fait normal puisqu'ici, nous avons en fait juste un exemple pédagogique. D'accord? Il y a bien d'autres choses qu'on peut intégrer au niveau de la modélisation. Par la suite, nous avons ici donc une corrélation calculée entre le terme d'erreur, d'accord, ou ce qu'on appelle plutôt ici les effets fixes, pas le terme d'erreur, hein, mais plutôt les effets fixes qui représentent les caractéristiques individuelles, d'accord, ici donc ce sont les pays, avec les régresseurs, avec les variables explicatives. Et on remarque bien qu'il y a cette corrélation, elle est forte ou faible? Faible. Donc, c'est une faible corrélation puisqu'elle est proche de 0. Donc, on peut dire, voilà, on peut dire que ici, donc, les effets fixes sont faiblement corrélés avec les régresseurs. Bon, ce n'est pas un résultat qui nous intéresse
pour autant, mais quand même, on doit jeter un coup d'œil sur, en fait, cette corrélation. Et là, nous avons le tableau. Ça, c'est la partie, bien sûr, la plus importante. C'est la partie qui, en fait, nous intéresse puisqu'elle nous donne les différentes variables ou les coefficients des différentes variables. Ici, donc, coefficient. Standard error, donc, c'est les écarts types estimés. Ici, T statistics, donc, sont en fait la statistique de student calculée pour chaque variable, y compris la constante, avec la constante. Ici, nous avons la p-value, donc c'est la même interprétation que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la probabilité de rejeter à tort H0 alors qu'elle est vraie. Et on peut également obtenir ce qu'on appelle les intervalles de confiance au seuil de 95%. Alors, dans cette partie qui nous intéresse maintenant, on va interpréter, à votre avis, quoi exactement? Ou quelles sont les colonnes qui nous intéressent, qu'il faut bien interpréter, à votre avis? Là, au niveau de ce tableau. Quelles sont, à votre avis, les colonnes les plus importantes qu'il faut interpréter? La probabilité des coefficients. Donc, la probabilité, voilà, la p-value, ça nous permet de dire est-ce qu'on a une variable significative? Y a-t-il autre chose à interpréter? Le coefficient. Très bien, le coefficient. Parce que, en fait, on veut bien avoir une idée sur la nature de la relation à travers le signe. Le signe est très important, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'un signe positif ne s'interprète pas comme un signe négatif. D'accord? Ça, il ne faut pas oublier. Alors, on va commencer petit à petit par, donc je vais reprendre peut-être notre tableau principal, voilà celui-là. On va commencer petit à petit par la première variable, les dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure quand on voit le coefficient et la p-value? Les dépenses ont un effet négatif. Les dépenses, est-ce qu'ils ont un effet négatif là? Non, bien positif. vérifier. Positif. Non. Positif. Un Le effet coefficient? positif. Le coefficient Effet est bien positif. positif. Ben, autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire? La probabilité est inférieure à À 0,5. 0,05. La probabilité elle est égale à p-value est égale à 0,237. Est-ce qu'elle est inférieure à 5%? C'est inférieur ou elle est supérieure? Elle est supérieure. Supérieur. C'est bien supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, significatif. Non significatif. Le variable dépense n'est pas La variable. statistiquement significative. Donc, la variable ici, donc dépense, on remarque que 0,237 est Supérieur strictement à 5%. Donc, on va plutôt accepter ou rejeter H0. Accepter H0. Accepter H0. Voilà, on va accepter H0, ce qui veut dire que la variable n'est pas statistiquement significative. Donc, d'accord? Donc, pour log de dépenses, donc ça ne permet pas d'expliquer, de donner en fait, voilà, c'est pas un bon indicateur ou un bon, on va dire plutôt, une variable qui va nous permettre de bien prévoir, d'accord, la croissance économique. Donc, bien sûr, dans le cadre de cet échantillon et pour, bien sûr, le nombre d'années choisi dans le cadre de cette étude. Alors, pour maintenant la deuxième variable, c'est la capitalisation boursière.
log action. Qu'est-ce qu'on peut dire? La coefficient. Attends, ça c'est une variable de contrôle. Hein? Log de Oui, dépense, n'oubliez pas, c'est une variable de contrôle. Par contre, la capitalisation boursière, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, Variable d'intérêt. Il est positif, mais surtout, il est Significatif. Donc, on peut dire que la capitalisation boursière, en fait, elle donne une explication significative, d'accord? Et tout changement de la capitalisation boursière aura un impact significatif et surtout positif sur la croissance économique. D'accord? Même chose pour qui? Même chose pour les crédits. D'accord? Ça, ce qui est lié en fait au système bancaire. Également, c'est un impact qui est positif. Et également, on peut remarquer que c'est inférieur à 5%, voire même à 1%. Donc, c'est une variable qui est également significative. Donc, tout changement, d'accord? Tout changement donc, au niveau de l'octroi des crédits des systèmes bancaires, etc., aura un impact positif sur, en fait, voilà, la croissance économique. L'inflation maintenant. Non significative, négative. Négative et non significative. Est-ce qu'on peut remarquer ici qu'au niveau des variables de contrôle, donc on n'a pas vraiment une significativité pour ces variables dans l'explication donc, de notre variable ici, Y, alors que les deux variables d'intérêt qui nous intéressent, qui représentent en fait, ce sont des indicateurs de développement financier, donc ce sont deux variables qui sont statistiquement significatives. OK? D'accord? d'accord, monsieur. Bien. Alors, nous avons également d'autres ici. Alors, nous avons également l'intervalle de confiance. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi un test au niveau des intervalles de confiance? Il nous renseigne sur quoi l'intervalle de confiance? Comment peut-on identifier à travers l'intervalle de confiance si on a une variable significative ou bien non? Zone d'acceptation. Et mais comment? Vous avez vu ça? Ou non? Pardon? L'intervalle de confiance. Oui, comment en fait, à travers, supposons que je ne vous ai pas donné la p-value, celle-là. Ça, je ne l'ai pas donné. Je vous ai juste donné l'intervalle de confiance. Et ma question, c'est la suivante. Tester la significativité des variables. Monsieur, si elle est positive. Non. Réfléchissez. Test de student. Là, je répète, je ne vous donne pas les p-values, donc vous ne pouvez pas ni les t aussi, je ne vous donne pas. Donc, je vous donne uniquement l'intervalle de confiance. Qui peut me dire comment, à travers l'intervalle de confiance, je peux tester la significativité des variables? T-tabulé. Non, Monsieur, pas le t-tabulé. à travers, exemple, si elle est supérieure à 0,5, 0,05. Non, pas le 0,5. Monsieur, je trouve 0 appartient au non, l'intervalle. Monsieur. Seulement l'inflation على خاطر déjà 0,018 donc ضعيفة برشا par rapport للآخرين. Monsieur. Non. شنو نو نشري؟ Monsieur. Alors, il y a monsieur مشيت ويجي. خرج. نذكرها دي عملناش دهر بلو فاليو وقتها.
Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Femme, je compte Kali, monsieur. J'essaie de voir si 0 appartient ou non à l'intervalle de confiance. Oui. Moi, C'est bien, c'est ça. En fait, il suffit juste pour mener le test. Et si nous avons en fait que les intervalles de confiance, il suffit justement de vérifier si 0 appartient ou non. Par exemple ici, est-ce que 0 appartient à l'intervalle de confiance? Non. Comment Non. ça, non? Moins 0,13 et 0,54. oui, Oui. oui. Donc, il appartient à l'intervalle de confiance. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On accepte ou on rejette H0? On rejette. Non, 0 appartient, on accepte. On accepte. Accepter H0. Par exemple ici, est-ce que 0 appartient à l'intervalle de confiance? 0, 0,8 et 0,19. Non, N'appartient pas. Non. Est-ce qu'on accepte ou on rejette H0? on rejette à 0. On On rejette. rejette. Rejeter H0. Vous voyez? H0. Même Oui. chose ici. Même chose là. Donc 0. Ici, par contre, pour en fait l'inflation, N'appartient pas. l'inflation, moins 0,03. Ah, appartient, oui. Voilà, appartient. Voilà, donc accepter H0. Vous voyez, voilà. Même si on ne vous donne pas la p-value et la test statistique, je peux mener le test à travers l'intervalle de confiance. D'accord? Oui. OK? D'accord. Bien. Alors, maintenant, on vous donne également ici, vous voyez ici, on vous donne les sigma U, sigma E. En fait, ce sont les écarts type estimés. D'accord? Bon, on n'en aura pas besoin, donc juste à titre indicatif. Et également, on vous donne ici, donc, un rho, c'est la corrélation. D'accord? C'est donc ce qu'on vous dit fraction of variance due to UI, c'est-à-dire la partie de la variance donc due aux caractéristiques individuelles. Donc on peut donc bien, bon c'est juste aussi à titre indicatif, on peut bien voir la relation ici entre la partie, c'est-à-dire de la variance, par exemple 60% de la variance est due à la différence, aux différences entre les pays. D'accord? Donc c'est en fait cette partie-là, elle est connue comme étant la corrélation intra-individuelle, c'est-à-dire entre les pays. Donc, juste aussi, donc, bon, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on interprète souvent donc pour un modèle à effet fixe. Par contre, nous avons ici un autre test de Fisher qui est totalement différent du premier test. Là, on avait dit que le test de significativité globale. Alors, le deuxième test, ça représente quoi? Donc, j'ai bien précisé ici. Dans le tableau, il existe deux statistiques de test Fisher. La première, en haut, le tableau teste la significativité conjointe des variables explicatives, c'est-à-dire la significativité globale, alors que la seconde, elle teste la significativité conjointe des effets fixes introduits. Donc, c'est la significativité conjointe des effets fixes, c'est-à-dire qui s'intéresse, regardez bien. Ici, c'est quoi ici? Regardez. Le 4, on avait dit 4, ça représente quoi? La différence entre les deux, regardez, c'est le degré de liberté. Ça, 4, c'était quoi tout à l'heure? On avait dit quoi? Nombre de variables. Le nombre de variables. C'est le nombre. Donc, c'est le nombre de variables explicatives. Donc, nombre de variables explicatives. Alors, le 13, bon, nombre de variables explicatives, bien sûr, au nombre de variables, si vous voulez explicatif, donc, ou bien nombre de variables moins la constante. Donc, moins 1. Ici, à votre avis, c'est quoi? Nombre d'individus? D'individus moins 1 aussi. On avait combien d'individus, nous?
14. 14 moins 5, ça donne combien? 13. 13. On a toujours, on dit, en fait, c'est comme dans le modèle de list square dummy variables, c'est-à-dire on fait toujours, on choisit toujours un pays, un pays de référence, d'accord? Et on fait l'analyse par rapport à ce pays-là. Donc, généralement, on prend le premier pays, donc country code numéro 1, et on fait en fait l'analyse en faisant référence à ce pays. Bon, là, on s'en fout, c'est un détail technique pour le calcul, mais ce qui nous intéresse ici, donc, sur le test de Fisher, là, le test de Fisher a été réalisé pour l'ensemble des variables explicatives, c'est-à-dire donc pour les bêta différents de 0, et ici, c'est effectué pour les UI, pour les caractéristiques individuelles. Donc, on peut remarquer que globalement, le modèle, donc, il est significatif, ça veut dire que les différents effets fixes, il existe au moins un des effets fixes des caractéristiques individuelles qui est significatif. D'accord? Ça, c'est la différence entre les deux tests de Fisher. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Oui? L'individuel, كيفاش عرفنا هنا significatif? Ah, F Fisher inférieur ou supérieur à 5%? Inférieur à 5%. Donc, on accepte ou on rejette H0? On rejette. H0. Voilà. Donc, est-ce que c'est significatif? Oui. Donc, il existe au moins un UI qui est différent de 0. D'accord? Donc, F test that all UI égale à 0. Colle. Tous les tests UI, au moins, ou bien, il existe au moins un UI qui est différent de 0. D'accord? sigma U, sigma U. شنو هيك؟ Ce sont les écarts types estimés. Donc, تتفكر وقت احنا كي نعملوا l'epsilon. D'accord? On ne calcule pas sigma chapeau d'epsilon, تتفكروها. C'est l'écart type estimé de termes d'erreur. E, c'est l'epsilon. Dima rao epsilon, c'est le terme en fait qu'on trouve dans le modèle. Et E, c'est l'epsilon chapeau. Au lieu d'écrire epsilon chapeau, on écrit E. D'accord? D'accord. C'est l'écart type estimé de qui? Du terme résiduel. Oui. Terme d'erreur. Terme d'erreur, voilà, c'est ça. OK? OK. Est-ce que vous avez compris maintenant tous les éléments, d'accord? L'output d'un modèle à effet fixe. Oui. Bien. Bon, j'ai expliqué, bien sûr, ici, donc vous allez trouver ça au niveau du document. J'ai expliqué quelques éléments, voilà. La commande extrait calcule 3 statistiques de R au carré. Pour le modèle à effet fixe, le R au carré le plus pertinent, celui de R au carré within. Donc, c'est ce que j'ai bien expliqué tout à l'heure, car il donne une idée de la part de la variabilité intra-individuelle de la variable dépendante, expliquée par celle des variables explicatives. Le R au carré between, quant à lui, donne une idée sur la contribution des effets fixes au modèle. Donc, ça, c'est déjà fait. Dans le tableau, donc, je viens d'expliquer, il existe deux statistiques de test de Fisher. La première en haut du tableau teste la significativité conjointe des variables explicatives et la seconde en bas du tableau, elle teste la significativité conjointe des effets fixes introduits. Alors, en termes de résultats maintenant, les résultats d'estimation... individuels. Oui. Les effets, ce sont les caractéristiques individuelles, c'est ça. Quand on parle des effets fixes introduits, ce sont les caractéristiques individuelles. Ce que nous avons appelé au niveau du cours VI, quand on VI ou la UI, c'est la même chose. Oui. D'accord? C'est la même chose. C'est bon? C'est clair? Oui. Très bien. Alors, les résultats d'estimation montrent que les coefficients associés aux deux indicateurs de développement financier, donc actions et crédits, sont statistiquement significatifs. Leur p-value respective donc, est inférieure à 5%. On parle de p-value. Toutefois, les dépenses publiques et l'inflation présentent en moyenne un effet non significatif sur la croissance du PIB par tête. Leur p-value est supérieur à 5%. La statistique de Fisher, elle montre que le modèle est globalement significatif puisque la p-value est inférieure à 5%. Est-ce que c'est clair? Oui.
Bien. Oui. Il y a une autre option, c'est ce qu'on appelle l'option robuste. Donc, c'est quoi l'option robuste? Juste à titre indicatif. Hein. Donc, qui associée à la commande exterrect, elle corrige l'état du student de l'hétérozygosité, pardon, par la méthode de White. Et quand on soupçonne qu'on a face à nous un problème d'hétérozygosité, on peut le corriger avec l'option robuste. Alors, le problème, c'est que la commande exterrect ne permet pas l'option robuste pour la correction de cette hétérozygosité. Pour la faire, ou pour faire donc cette correction, il faut utiliser une autre commande nommée AREG. Donc, AREG pour régression. C'est-à-dire estimation par la MCO avec les variables indicatrices individuelles. La commande AREG nécessite de spécifier la dimension individuelle, même si la commande T7 est utilisée avant. Donc, l'option Absorb ID spécifie la variable ID comme représentant la dimension individuelle. Ceci permet de créer donc, les 15 variables indicatrices relatives au pays. Donc, pour nous, en fait, Monsieur. Plutôt 14, hein? Pas 15, 14, parce que nous avons 14 pays. Oui, monsieur. Les options robustes, les options absorb. Juste, j'explique et puis je vous montre comment on le fait avec Stata. Donc, donc la différence entre Xterec, FE et AREC est qu'avec le premier, les données sont transformées en différence par rapport à la moyenne individuelle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour éliminer les effets fixes. Alors que la commande AREC revient à faire des MCO sur un modèle dans lequel on introduit une variable muette pour chaque individu. On note que les deux méthodes, donc ça vous rappelle quoi ici? En fait, ça vous rappelle, donc il y a la méthode qu'on applique, donc le théorème de Frischwau, c'est-à-dire donc la méthode, donc la technique utilisée, c'est la technique avec l'opérateur within W, et celle de AREG, c'est-à-dire on va utiliser donc la technique LSDV, c'est-à-dire Least Square Dummy Variables. Alors, comment est-ce qu'on va faire donc cette transformation? Donc, je l'ai précisé en fait ici. Donc, il faut juste aller dans Linear Models and Related Other Linear Regression Absorbing One Cut Variable. Donc, il faut aller là. Voilà. Other. Voilà, Linear Regression Absorbing One Category Variable. Donc, Dependent Variable log de PIB. Les variables indépendantes, dépenses, actions, crédit et inflation. Ah oui, donc category to be absorbed country code. Voilà, c'est ça. Et là, on a en fait, voilà, l'option donc AREG, d'accord, qui nous donne pratiquement les mêmes résultats. Regardez bien. 0,237, 0,0, 0,633 en termes de p-value, même intervalle de confiance, les mêmes coefficients, d'accord? On obtient donc la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est ce qu'on avait dit au niveau du cours. C'est-à-dire, soit on utilise la méthode within, effects within regression, ou bien on utilise donc LSDV, on obtient les mêmes résultats. Il n'y a pas une différence entre les deux. C'est ce que j'ai mentionné ici au niveau du document. D'accord? Donc, les estimations des paramètres sont identiques que celles du tableau précédent. Dans certains cas, seuls les écarts types estimés de ces estimateurs sont plus faibles à cause de l'instruction robuste. Il faut noter que la recherche d'une explication doit être davantage du côté de la littérature économique plutôt que de l'arsenal économétrique à utiliser. Donc, bon, là, en fait, je peux retrouver donc ici tous mes pays, d'accord, sauf bien sûr le premier pays puisque donc ça a été éliminé. Donc e-country, donc country code 2, 3 jusqu'à 14, d'accord. Il suffit donc d'appliquer donc cette méthode xi de point regress. Donc je mentionne tous les, donc je vais l'écrire peut-être pour vous. Minuscule xi, deux points, régresse. Donc, je vais mentionner toutes mes variables,
Donc, je vais commencer par la variable que je vais expliquer, suivie des autres variables explicatives. Et puis, donc, je note ici i.country code. Voilà. Alors, comme on peut remarquer ici, ce sont donc les mêmes valeurs que tout à l'heure pour les variables. Mais ce qu'on ajoute ici, ce sont les effets individuels. Regardez bien, les effets individuels. Donc, qui nous donnent une idée donc, sur les pays. Les pays numéro 2, donc je peux revenir ici donc, au niveau de ma base. Je peux très bien donc, déterminer le pays de lequel. C'est plutôt la Belgique. Donc, l'Allemagne, ça a été en fait, voilà, ça a été éliminé. Donc, la Belgique, le Canada. Et je peux voir quel est le pays donc, pour lequel on a des effets individuels significatifs. C'est notamment le pays 4, le pays 5, le pays 9, le pays 10, 11, 13 et 14. 14, c'est un effet négatif. Ah, il y a des effets négatifs et des effets positifs. Hein. Bon, la plupart qui sont... Donc, il y a bien une contradiction. Par exemple, ici, c'est un effet positif. 4 et 5, un effet négatif. Donc, j'essaie de voir. 4, c'est Danemark. 5, c'est Espagne. Bon, c'est totalement différent. Il faut chercher un petit peu dans la littérature économique pourquoi ces deux pays, par exemple, donc leur croissance et leurs caractéristiques individuelles impactent l'un positivement, l'autre négativement la croissance économique. On sait que l'Espagne a connu beaucoup de difficultés financières et économiques dans pratiquement la deuxième partie des années 2000, à partir notamment après la crise financière de 2008. Il faut chercher. Donc, pourquoi, par exemple, l'Espagne, on a en fait un impact négatif de ses caractéristiques individuelles ou sur la croissance économique, etc., etc. Donc là, juste, je vous ai donné une idée sur voilà, comment on peut utiliser donc, les différentes techniques d'estimation dans le cadre du modèle AFI fixe, soit à travers la technique within, soit à travers la technique donc LSDV, List Square Dummy Variables. Monsieur. Oui. Mais هما في la fin يعطوا les mêmes résultats. Hein? Ah, bien sûr, regardez. Même résultat, regardez. Ah, mais les coefficients, les p-values, les mêmes. Chauffe-moi les. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Non, il n'y a pas de différence. Monsieur, علاش ما زاد الكونتري tout C'est pour avoir une idée sur les pays, les caractéristiques individuelles, les UI. Agent le cours, on a les UI, on peut les retrouver. Je peux retrouver les UI. Ça nous intéresse parfois de faire une analyse par pays. D'accord? D'accord? Les caractéristiques individuelles. Les UI. Les caractéristiques individuelles. Quel pays a des caractéristiques comme ça? Oui? Monsieur, معناها الأراج. Oui. معناها الميثود أراج اللي هي linear regression والميثود نتاع regress LMPI même résultat. Bien sûr. Oui? D'accord. D'autres questions? Ça va? Donc, vous pouvez reprendre en fait tout ce que nous avons fait aujourd'hui à tête reposée. Et Inch'Allah, jeudi, on va continuer avec le modèle à effet aléatoire. D'accord? D'accord, monsieur. Très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc on peut s'arrêter là aujourd'hui. Révisez un petit peu votre cours. Hein. C'est très